Bienvenue à tous. Nous allons donc procéder cette année à la réévaluation du pragmatisme, dont je vous rassure tout de suite, je n'ai pas la prétention de la réaliser intégralement dans l'espace des séances que nous avons, qui est relativement limité. Je donnerai simplement quelques indications et ce sera aussi l'occasion pour moi d'accueillir un certain nombre de jeunes représentants du pragmatisme, de la philosophie pragmatiste aujourd'hui, et c'est ce qui explique que cette année, le séminaire alternera entre des exposés de ma part et des exposés de plusieurs personnes, à commencer par Giovanni Tuzet de l'Université de Milan, qui nous parlera la semaine prochaine de questions relatives au pragmatisme et à la normativité. J'indique qu'il n'y aura pas de cours le 20 février, mais donc j'interviendrai le 13 et le 27 février, si vous avez le programme, il y aura un exposé de Jean-Marie Chevalier sur la réception du pragmatisme en France, suivi la semaine suivante d'un exposé de Jean-Jacques Rosa sur Jacques Bouvresse et le pragmatisme de Wittgenstein, puis un exposé de Benoît Gauthier sur le purisme épistémique et le puritanisme doxastique, le pragmatisme, le principe de Clifford et la question de la valeur de la vérité. Et je conclurai le séminaire donc, lors de la dernière séance le 20 mars. Bien, alors aujourd'hui, je vais donc essayer de faire une présentation très schématique et très scolaire de ce qu'on appelle classiquement le pragmatisme, pour bien comprendre, je crois, dans quelle mesure il est important aujourd'hui de procéder à son examen et à son réexamen, à sa réévaluation. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est vrai que souvent, longtemps en tout cas considéré comme la philosophie américaine par excellence, le pragmatisme connaît aujourd'hui une certaine popularité qui avait été relativement éclipsée, en vérité, après les années 30, où avec la figure de Dewey, il avait connu ses heures de gloire. Mais il avait subi ensuite une éclipse quasi totale à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est donc un certain regain d'intérêt que l'on doit admettre aujourd'hui, dont témoigne l'audience d'auteurs tels que Richard Rorty, mais aussi Hilary Putnam, plus récemment encore Robert Brandom, et désormais aussi Hugh Price, qui va de pair avec la redécouverte, tout simplement, il faut bien le dire, en France en tout cas, de l'œuvre de ses fondateurs, William James, et sans doute plus encore Charles Sanders Peirce. Bonnes ou mauvaises, à l'image des lectures et des contresens fréquents qui entourent depuis toujours le pragmatisme, les raisons actuelles de ce regain d'intérêt et de ce succès sont en vérité, me semble-t-il, très diffuses et diversifiées. Elles vont de la réhabilitation par Rorty et plus encore par Putnam des pragmatistes classiques injustement jugés, en particulier William James ou John Dewey, ou totalement méconnus, y compris chez eux, tel Charles Peirce, dont on commence seulement à entrevoir qu'il est l'un des philosophes majeurs de la modernité, à la recherche par certains, c'est le cas par exemple de Rorty et de Putnam, qui étaient déçus par le courant dominant
aux États-Unis après-guerre que fut l'empirisme logique défendu par les membres du Cercle de Vienne exilés tels que Carnap, et parce que, justement, ces auteurs, Rorty mais aussi bien Putnam, jugent son incapacité à adapter aux fins humaines ses indéniables succès dans le domaine de la philosophie des sciences et du langage, qu'il s'agisse aussi d'un nouveau souffle philosophique qui voit dans le néopragmatisme une réconciliation possible des deux tendances majeures de la philosophie contemporaine, celle des philosophes dits continentaux, plus volontiers lecteurs de Heidegger, de Foucault ou de Derrida, et celle des philosophes dits analytiques, plutôt so the story goes, plus volontiers lecteurs des empiristes logiques, en passant par ce qu'il faut bien appeler la pure et simple nostalgie idéologique d'une tradition philosophique typiquement, entre guillemets, américaine, mais dont on se prend soudain à rêver qu'elle pourrait réapprendre aujourd'hui aux Européens ce qu'ils lui avaient appris hier et ont eu le tort d'oublier. Donc vous voyez, les raisons sont extrêmement, me semble-t-il, diversifiées. Je crois que c'est ce qui explique, par exemple, l'insistance de certains à rappeler beaucoup plus les liens profonds qui uniraient le pragmatisme et le terroir transcendentaliste américain, mais aux racines profondément européennes, propres à des auteurs comme Emerson, remis à l'honneur par Stanley Cavell, que ce qui pourrait rapprocher le pragmatisme des courants philosophiques les plus actifs de la philosophie analytique contemporaine, ou d'auteurs qui sont pourtant, et le reconnaissent pour certains volontiers, les héritiers, plus ou moins indirects, du pragmatisme, tels que Quine, Putnam, au moins le Putnam du début, Ramsay ou Wittgenstein. Donc c'est parce qu'il me semble que ces raisons sont parfois un peu confuses et mal déterminées qu'il m'a semblé important de tenter dans ce séminaire une réévaluation du courant et de voir si finalement sous le concept lui-même, non seulement on regroupe des idées qui ne sont pas forcément faites pour faire bon ménage, mais des auteurs qui, en définitive, n'ont peut-être aucune espèce d'affinité intellectuelle ou philosophique que ce soit. Je dis ceci de façon un petit peu provocatrice, je le conçois, mais il me semble que l'un des objectifs de ce séminaire sera précisément d'essayer d'y voir plus clair dans cette espèce de vocable qui semble plaire à beaucoup de gens actuellement, mais pas forcément peut-être pour les mêmes raisons, voire pour des raisons qui sont toutes intellectuellement ou philosophiquement pertinentes. Alors, en vérité, l'histoire des malentendus ne date pas d'hier. On sait que dès sa naissance à Harvard, en 1870, sous l'impulsion d'une élite intellectuelle composée de juristes et de savants plus que de philosophes, le pragmatisme a connu des problèmes d'identité. Identité quant à son fondateur, James déclarant que c'était Peirce, lequel se considérait comme le simple continuateur de pragmatistes tels que George Berkeley ou Alexander Bain. Identité aussi en raison de la multiplicité des interprétations qu'il va d'emblée engendrer. Dès le début, en vérité, la question se pose de savoir quel est son authentique fondateur. Qui, à l'origine, écrit Peirce à James, a parlé de pragmatisme? Est-ce moi ou toi? Où est-il apparu
pour la première fois imprimé. Qu'est-ce que tu entends par là? Et James de répondre, mais c'est toi qui as inventé pragmatisme. Et je l'ai d'ailleurs reconnu dans une conférence intitulée Conception philosophique et résultats pratiques. Bon. Si l'origine du pragmatisme est obscure, il paraît donc correct de dire que l'idée selon laquelle c'est Peirce qui fut à l'origine du pragmatisme a James pour origine. Et d'ajouter, c'est un mot que l'on doit à Perry, que le mouvement moderne connu sous le nom de pragmatisme résulte en grande partie de l'incompréhension par James de Peirce. Peirce aurait donc le premier pensé au nom. Mais le nom, finalement, surtout pour un pragmatiste, importe peu. Sans doute serait-il aussi injuste de soutenir que James a galvaudé le pragmatisme de Peirce en appliquant ce qui était conçu d'abord, avant tout, comme une méthode de philosophie et de logique à des questions psychologiques, morales et religieuses. James est comme Peirce, je crois que cela a été suffisamment montré, un immense philosophe. Il n'empêche que très vite, Peirce s'est nettement séparé du pragmatisme de James, peut-être en raison de l'orientation humaniste qu'il en avait donnée, mais surtout en raison des déformations matérialistes et philistines que le pragmatisme avait subies. Il n'est probablement jamais arrivé, écrivait Peirce en 1905, qu'un philosophe ait essayé de donner un nom général à sa propre doctrine sans que ce nom acquiert bientôt dans l'usage philosophique courant une signification bien plus large que celle qui était initialement visée. Aussi préférera-t-il, l'affaire est maintenant connue, donner le baiser d'adieu à son enfant et annoncer la naissance du pragmaticisme, terme suffisamment laid, dit-il, pour échapper aux kidnappeurs. Et je crois que c'est vrai. Les trois représentants majeurs du pragmatisme classique, qui sont-ils? On sait en général qui ils sont, qu'il y a eu trois représentants majeurs. William James, 1842-1910, Charles Sanders Peirce, 1839-1914, John Dewey, 1859-1952. Qu'il a d'abord été conçu, si je résume les choses, par Peirce comme une théorie de la signification, reformulée par William James vers 1898 sous la forme principalement d'une théorie de la vérité, puis s'est développée dans les termes d'une théorie de la recherche, inquiry ou de l'enquête, par John Dewey, avant d'être disséminée par Schiller et consorts. Il est sans doute exagéré de considérer que le mouvement moderne, comme je l'ai dit, conçu sous ce nom, résulte de l'incompréhension par James de Peirce, mais il n'en est pas moins vrai qu'il reste difficile de déterminer quelles idées philosophiques les deux fondateurs du pragmatisme ont en commun. Encore plus difficile de donner une caractérisation du mouvement qui permette d'y intégrer, et plus cela va, d'ailleurs, plus j'en suis convaincu, Dewey, Schiller ou Mead, et disons-le, presque impossible d'y inclure des néopragmatistes ou sympathisants contemporains aussi différents que Ramsay, Lewis, Quine, Sellars, Putnam, Apple, Rescher ou Rorty. Il y a donc du vrai dans l'observation de Schiller, il y a autant de pragmatisme que de pragmatistes. Nous voilà bien avancés. En tout cas, l'idée, vous voyez, n'est pas totalement non fondée de considérer que le pragmatisme, c'est finalement davantage un état d'esprit qu'un système philosophique ou un mouvement d'idées bien précis, et que l'on pourrait retrouver des éléments pragmatistes chez des philosophes aussi différents que Socrate, Protagoras, Francis Bacon, Aristote, Berkeley, Hume, Kant ou Mill. Rorty ne considère-t-il pas du reste
que l'on peut ranger au nombre des pragmatistes, Dewey, Sellars, Quine, mais aussi Heidegger, Derrida ou Foucault. Bon. Alors, sans doute a-t-on raison, pour mieux cerner l'identité du pragmatisme, de lui associer certaines idées. Donc, l'utilité, l'efficacité, le sens du pratique et de l'action, l'anti-intellectualisme et un certain goût aussi pour le matérialisme, l'individualisme ou l'hédonisme. Et d'y voir donc plus, disais-je, un mouvement, du reste, qu'un système d'idées ou de doctrines bien spécifiques. Un courant aussi animé par une volonté de recherche au contact de l'expérience et de l'action, par un rejet critique de toute philosophie académique et par une ambition de parvenir à des fins positives. En tout cas, c'est ainsi qu'il séduira, et qu'à mon avis, il continue de séduire aujourd'hui, tous ceux qui, dégoûtés par la philosophie des abstractions, et lisant William James en 1907, se déclareront pragmatistes. Parmi eux, le philosophe français de l'action Blondel, l'anglais Schiller, les Italiens Papini ou Vailati, mais aussi Georg Simmel, Wilhelm Oswald, Edmund Husserl, Hans Weichinger, Hans Hahn ou encore Henri Bergson, à qui l'on doit, comme vous le savez, l'introduction de l'édition française des conférences de William James sur le pragmatisme, Lalande ou Édouard Leroy. Bon, c'est donc plutôt du côté de l'attitude à l'égard, me semble-t-il, de la connaissance qu'il faut, à mon avis, commencer par chercher pour trouver une certaine unité du pragmatisme. Et nous le verrons, ce n'est pas seulement de ce côté-là, c'est aussi du côté de la position que les uns ou les autres adoptent relativement à la métaphysique. En tout cas, ce qui semble acquis et qui me semble retenir les uns comme les autres, c'est une méfiance commune à l'égard du fondationalisme sous toutes ses formes, un refus de l'exigence de certitude absolue, une insistance enfin sur les liens que la pensée doit entretenir avec l'action. Je pense que sur ces 3 points, on peut relativement considérer qu'il y a accord. Ça n'est pas déjà mince, n'est-ce pas ? Bon. Et ensuite, évidemment, tout dépend comment vous pensez ces différents rapports. Je crois que justement, une fois cela posé, c'est en fonction de la réponse que les pragmatistes jugent bon d'apporter à ce constat que l'on peut très grossièrement distinguer, comme l'ont fait il y a déjà quelque temps Marc Migotti en particulier, puis Susan Hack, comme je l'ai fait moi-même, je les suis là-dessus, 2 styles fondamentaux de pragmatisme. Je dirais que le premier peut être qualifié de pragmatisme plus réformiste ou, peut-on dire en un sens, idéaliste, du moins en ceci que les représentants pragmatistes de cette tendance continuent de juger dignes d'intérêt les questions traditionnelles relatives à la valeur de vérité de nos pratiques cognitives, restent aussi fidèles à une certaine idée de l'objectivité. Le second est, dira-t-on, plus révolutionnaire ou sceptique, voire cynique, renonce à trouver une pertinence épistémologique en dehors des seules questions relatives à nos conventions conversationnelles. Vous aurez là reconnu une formule de Rorty. Bon, bien entendu, comme toute classification, celle-ci a ses failles. Assurément, on pourra compter Charles Peirce parmi les réformistes, de même que Lewis, Sellars, Ramsay
et Escher. Et Schiller, parmi les révolutionnaires, ainsi que Rorty. Mais dans le cas de James, et jusqu'à un certain point, et de façon plus marquée encore chez Dewey, ainsi que chez Quine et chez Putnam, on peut trouver des éléments des deux tendances. Pourtant, il me semble que cette distinction est utile car elle permet de mieux cerner le déplacement qui s'est d'emblée produit au sein du pragmatisme, de Peirce à travers James et Dewey jusqu'à Schiller, et d'évaluer en quoi réside surtout, à mon avis, la contribution durable du pragmatisme à la théorie de la connaissance en particulier. Donc, sans statuer sur la question de savoir qui détient le sens originel et authentique du mot, il est assez peu contestable que le pragmatisme de William James sera toujours celui d'un humaniste et d'un théologien, mais surtout philosophiquement celui d'un nominaliste. La fonction majeure de la pensée pour James, c'est de satisfaire les besoins pratiques et concrets des individus. Le vrai, dit James, n'est que l'expédient dans notre manière de penser, le bien n'est que l'expédient dans notre manière de nous comporter. Fin de citation. Or, si telle doit être la définition authentique du pragmatisme, bref, celle d'un courant qui ne refuserait pas tant les problèmes traditionnels de la philosophie, comme ceux de vérité ou de connaissance, qu'elle tendrait à réduire la pensée à ses effets utiles, pratiques ou payants, il faut dire d'emblée, et vous avouerez que ce n'est pas un moindre paradoxe, que Peirce est à peu près tout sauf un pragmatiste. En vérité, toute l'originalité et la fécondité philosophique du pragmatisme peircien tient en ceci que logicien, mathématicien, homme de science, Peirce utilise le pragmatisme non comme une doctrine, mais comme d'abord une méthode de clarification conceptuelle qui doit, une fois éliminés les faux problèmes de la métaphysique traditionnelle, jeter les bases d'une nouvelle théorie de la signification et de la connaissance, au service, dit-il, d'une métaphysique purifiée, dont la double caractéristique sera d'être scientifique et réaliste. Critique et dépassement de la métaphysique, tels sont les deux aspects qui dépeignent le mieux la nature essentiellement philosophique du pragmatisme de Peirce, celui qu'on a appelé le philosophe du philosophe, et qui permettent en retour de comprendre le rôle exact du reste que joue ce pragmatiste dans l'architectonique même de son système. J'en dis déjà quelques mots, nous aurons l'occasion abondamment d'y revenir. La tendance critique est la mieux connue. C'est celle qui vaudra à Peirce d'être proclamée à la fin des années 30 précurseur de l'empirisme logique par Ernst Nagel. Tendance hostile à la métaphysique, donnant l'exemple d'une philosophie adaptée à la science, se réclamant de l'empirisme et du laboratoire, et orientée vers le monde. Comment ainsi ne pas voir un ancêtre du critère positiviste de vérifiabilité dans la fameuse formule de l'article paru en 1878 dans la Revue philosophique, je cite, « Considérer quels sont les effets pratiques que nous pensons pouvoir être produits par l'objet de notre conception, la conception de tous ces effets est la conception complète de l'objet. » Eh bien, Peirce fut indéniablement
l'un des premiers à mettre à l'épreuve la signification de la métaphysique par l'analyse logique de ses énoncés et à proposer une nouvelle manière philosophique visant à clarifier plutôt qu'à produire des thèses. Le programme pragmatiste aura donc une dimension de déblayage et de nettoyage, éradication des pseudo-problèmes de la philosophie par l'attaque notamment de cette salade du cartésianisme. Bref, toutes les métaphysiques du fondement qui, d'Aristote à Descartes en passant par Locke ou Hume, croient pouvoir fonder la philosophie sur des intuitions, des données sensorielles ou des premiers ultimes et sortir du labyrinthe des mots. Voilà pour la phase négative dont les 3 articles publiés dès 1868 dans le Journal of Speculative Philosophy se feront les champions. Quant à la phase positive, elle aura pour objet l'élucidation des énoncés qui ont du sens, mais dont la signification dans le discours, donnée de manière confuse, doit être explicitée. Et voici comment Peirce définit le pragmatisme. C'est le principe, dit-il, selon lequel tout jugement théorique, exprimable dans un énoncé au mode indicatif, est une forme de pensée confuse. Comment rendre nos idées claires et comment se fixe la croyance donneront les critères d'une analyse correcte de la signification et la méthode à suivre pour parvenir à des croyances vraies. Aussi certains auront-ils raison de voir, et c'est le cas notamment de Putnam, dans le pragmatisme peircien, la première philosophie consacrée à l'idée que la théorie de la signification peut résoudre ou dissoudre les problèmes de la philosophie. Mais, vous l'avez compris, la position de Peirce est différente déjà, bien différente même, de celle d'un positiviste, d'un philosophe du langage ordinaire aussi, ou d'un philosophe analytique. Elle l'est déjà dans la manière dont sont menées les réflexions en profondeur sur le sens, sur le langage, disons plutôt d'ailleurs sur les signes, ou sur la connaissance. Plus encore peut-être dans les conséquences, ai-je dit, de l'entreprise thérapeutique. Car il ne s'agit pas, contrairement à ce qui sera le cas chez Wittgenstein, mais Jean-Jacques Rosa en reparlera, de laisser les choses en l'état, l'application de la maxime pragmatiste devant préparer, comme je l'ai dit, à une philosophie purifiée. Donc, c'est un point capital, loin d'exclure la métaphysique ou de la reformuler sur le mode formel du langage, le pragmatisme saura extraire, dit Peirce, de la métaphysique une précieuse essence. Il y a donc une métaphysique légitime à la double condition qu'elle soit scientifique et réaliste. Scientifique, entendons justiciable de, là où des méthodes des sciences empiriques, puisque tout ce qui restera de la philosophie, ce sera une série de problèmes susceptibles de donner lieu à une investigation par les méthodes observationnelles des autres sciences. Réaliste, entendons par là opposé à toute forme de nominalisme, synonyme pour Peirce de réductionnisme, et s'inspirant de Duns Scott, qui a su voir, ce qui est fondamental pour sa position réaliste, ce qu'il appelle l'irréductibilité du vague. C'est sur ce point sans doute que le pragmatisme peircien frise le plus, vous l'aurez compris, la provocation, voire l'ésotérisme. Pour James, ai-je dit, la métaphysique naturelle du pragmatisme, c'est le nominalisme, qui fait constamment appel à des particuliers. Peirce, pourtant, n'en démordra pas. Je le cite, « Jamais le pragmatisme
n'aurait pu entrer dans la tête de quelqu'un qui n'eût pas été convaincu de l'existence d'universaux réels. Fin de citation. Pour lui, il y aurait donc une affinité logique entre pragmatisme et réalisme. Allons plus loin, ce n'est pas le pragmatisme qui est premier, c'est le réalisme, bref, la prise de conscience de la réalité de certains universaux et le projet métaphysique tout entier. Vous comprendrez dès lors qu'il n'y a rien finalement d'étonnant que ce projet porte en germe cette méthode, puisque c'est une méthode et non une doctrine, le pragmatisme, dont le but sera, dit Peirce, de clarifier et dans certains cas d'éliminer comme dépourvues de sens des questions métaphysiques traditionnelles. Mais en retour, vous comprenez aussi pourquoi ce n'est sans doute pas un hasard si Peirce devait choisir, certes avec William James et quelques autres, mais le choix du terme lui revient, d'intituler, comme il le dit, moitié par ironie, moitié par défi, Club métaphysique, Metaphysical Club, ce qui allait devenir à Harvard le lieu de naissance du pragmatisme. Mais vous voyez aussi que je pose d'emblée donc la question, si nous voulons procéder à une réévaluation du pragmatisme, et si nous partons de cette double assertion, d'un côté, celle de William James, le pragmatisme va de pair avec le nominalisme, de l'autre, celle de Peirce, le pragmatisme implique le réalisme. Non seul, on n'a pas affaire seulement qu'à des nuances, on a affaire, semble-t-il, à des positions radicalement opposées. Par le fait même, on commence à comprendre pourquoi peut-être Peirce a jugé nécessaire à un moment donné de simplement abandonner le terme de pragmatisme lui-même et d'en forger un nouveau. Et l'une des questions que nous devrons nous poser, et que pour ma part, moi qui ai consacré un nombre d'années tout de même assez important aux pragmatistes, je finis par me demander, en effet, si cela a un sens aujourd'hui, étant donné la connotation qu'a ce terme le plus fréquemment aujourd'hui, dans le milieu, y compris philosophique, si cela a encore un sens quelconque à se dire, du moins tel que je conçois la philosophie, pragmatiste. Donc, vous comprendrez que pour moi, réévaluer le pragmatisme, c'est au moins aussi essayer de montrer pourquoi il y a peut-être une manière philosophiquement intéressante de le concevoir, à laquelle il ne faut pas renoncer, mais qui n'est peut-être pas à trouver forcément chez un certain nombre d'auteurs dont aujourd'hui on considère qu'ils sont véritablement les parangons à célébrer du mouvement pragmatiste. Et cela suppose aussi, vous le comprendrez, que je juge pour ma part extrêmement important, étant donné l'apport considérable à la philosophie, dans quelque domaine que ce soit, de la philosophie peircienne, que peut-être on retourne au berceau et que l'on travaille d'un peu plus près avant simplement de considérer qu'il faut déjà passer au post-pragmatisme ou Peirce au post-peircianisme, puisque c'est bien entendu, tout le monde a lu les 80 000 pages de manuscrits de Peirce, donc maintenant on peut passer au hors-d'œuvre. Après le hors-d'œuvre, on peut passer au dessert, pardon. Je pense que peut-être qu'il faut commencer par le vestibule et que, comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, il sera sans doute important dans ce séminaire de commencer à y introduire à cette pensée. Bon. C'est la raison pour laquelle, vous le verrez, la plupart des exposés du séminaire porteront sur, prendront pour point de départ la pensée de Peirce et montreront, c'est évidemment l'exigence intellectuelle que nous nous donnons
pourquoi un certain nombre de questions sur lesquelles il a travaillé continuent d'être intellectuellement aussi importantes telles qu'il les a, selon une certaine conception du pragmatisme, travaillées. Alors que d'autres, à mon sens, le sont peut-être un peu moins. Bon, mais c'est là l'enjeu et c'est ce que nous allons essayer de montrer. Bien, j'ai déjà dit quelques mots de Peirce. Je vais encore en dire quelques-uns pour compléter une première présentation, après quoi je récapitulerai ce qui me semble être au fond caractéristique, mais évidemment c'est un tableau à grande louchée, naturellement, il n'est pas question, vous imaginez, de faire un cours sur William James, etc., mais pour que vous mesuriez un petit peu les points saillants des uns et des autres, je dirais quelques mots donc de chacun des représentants classiques du mouvement, James, Dewey, quelques mots aussi de Schiller, de Rorty, et je ne parlerai pas aujourd'hui de Putnam parce que nous aurons l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises au cours des séances qui vont suivre, et parce que aussi je pense que le cas de Putnam est assez exemplaire de la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui de comprendre vraiment où se situent les questions les plus fécondes que l'on peut retenir de l'héritage pragmatiste, dont de toute évidence Putnam est un des représentants. Ça ne fait pour moi aucun doute. J'ai du reste écrit un ouvrage sur cette question, donc je m'en voudrais de ne pas le considérer comme un héritier et non des moindres du pragmatisme, et pas forcément au sens négatif du terme que j'ai évoqué. Bon, donc quelques mots sur Peirce encore. Bon, dire que le pragmatisme peircien, c'est d'abord une méthode, c'est d'abord mesurer qu'au cœur de cette méthode se trouve, c'est quand même quelque chose de bien connu, mais qu'il faut rappeler, puisque c'est ce qui traverse toute la tradition pragmatiste, ce qu'on appelle la maxime pragmatiste de la signification, qui a fait couler beaucoup d'encre, sur laquelle aussi il y a eu un certain nombre de malentendus. Bon. L'idée fondamentale de cette maxime, c'est que nous devons chercher la signification d'un concept dans les conséquences pratiques ou expérimentales de son application. Par exemple, soit le concept dur ou une proposition « ceci est dur ». Eh bien, le sens de ce concept ou de cette proposition est lui-même fourni par une autre proposition conditionnelle qui n'est qu'une description générale de tous les phénomènes expérimentaux que prédit virtuellement l'énoncé de la proposition initiale. Mais nous voyons déjà que, en dépit des allures opérationnalistes ou vérificationnistes de la maxime, notamment à partir de la formulation que je vous ai donnée tout à l'heure, Peirce ne cessera de dire que l'on doit en refuser une lecture nominaliste, et les termes en général pour lui vont de pair, matérialiste et philistine. Pourquoi ? Eh bien, pour une première raison qu'il est très important de retenir. Dans son esprit, il s'agit moins en effet de réduire la pensée à ses effets expérimentaux, pratiques ou sensibles, que de montrer le lien indissociable entre les deux et le caractère intellectuel, finalisé, et en fait, selon lui, très fortement inspiré du kantisme, de l'action, ou plutôt de la conduite
conduct étant d'ailleurs un terme que vous trouvez plus souvent sous sa plume que le terme de action ou de behavior. C'est la conduite, c'est-à-dire une action finalisée qui vise quelque chose, n'est-ce pas? Bien. Donc qui est animée par des normes et par des idéaux. En outre, si la maxime pragmatiste annonçait déjà, c'est vrai, comme on a pu le dire, le critère de vérifiabilité des positivistes logiques, elle s'en distinguait aussi d'emblée par son anti-réductionnisme foncier. Pourquoi ? Eh bien parce que ceci était lié d'emblée chez Peirce à un élément fondamental de sa théorie des signes, à savoir le caractère irréductiblement indéterminé de la signification. Et d'autre part, elle s'en distinguait aussi par sa dimension ontologique qui devait conduire Peirce à une interprétation réaliste, que n'auraient jamais admise évidemment les empiristes logiques, des conditionnels. Donc vous voyez, ça fait deux bonnes raisons de voir en quoi la maxime ne pouvait pas être identifiée totalement avec la maxime empiriste logique. Donc très tôt, dès 1968, comme je l'ai dit, Peirce dénonce les illusions maîtresses de la métaphysique. Et il montre aussi bien que la nécessité d'un principe premier non discursif, intuition, données sensorielles ou autres, pour fonder la connaissance, est quelque chose de totalement illusoire. De même que le primat de l'évidence, de l'immédiateté, de la conscience subjective, d'une connaissance intuitive, Descartes ici est visé, ou introspective, c'est ici Locke et Reid qui sont visés, la possibilité d'un point de départ radical, comme d'un accès à la chose en soi et d'une pensée qui pourrait faire fi de ses croyances par un doute radical. Peirce affirme au contraire qu'on ne peut penser sans les signes. Le pragmatisme sera donc, pour lui, lié à la constitution d'une philosophie des signes ou sémiotique. On ne peut pas aller au-delà du connaissable. Il nous faut partir de nos croyances. Nous pensons toujours à partir de nos croyances, non pas à partir d'un point de vue de nulle part, et nous pensons par signe. Le pragmatisme de Peirce est donc un pragmatisme sémiotique. Logicien et métaphysicien, plus que linguiste ou philosophe du langage, ai-je dit, il va s'engager dans une réflexion formelle et systématique sur les classifications des signes, indices, icônes, symboles, mais surtout sur la catégorie signe ou plus encore sur la relation signe. Si la sémiose, c'est-à-dire le signe en acte, fait ressortir la nécessaire présence des trois éléments que sont le signe, l'objet, l'interprétant, l'originalité de la sémiotique peircienne tient aussi en ces trois points que sont la nature de l'objet, qui pour lui est toujours inscrit dans un réseau de signes, bien qu'exerçant une action causale ou dynamique sur eux, le rôle capital de l'interprétant, qu'il soit logique, émotionnel ou énergétique, est distinct de la catégorie psychologique de l'interprète, ou règle de traduction de la sémiose, le caractère irréductiblement ouvert et indéfini du processus, qui échappe pourtant à l'indétermination absolue, les différents résultats interprétatifs permettant d'approcher, au sens d'une limite certes inéale, de ce que Peirce appelle un interprétant final. Mais vous voyez que cette sémiotique, dont je parlerai lors de la deuxième séance, nous verrons, parce que je crois que c'est ce qui est quand même certainement l'un des points sur lesquels
s'il doit y avoir une réévaluation à proposer du pragmatisme aujourd'hui, c'est bien par le biais de ce que la démarche logique et sémiotique de Peirce a permis de faire. Or, à part peut-être Robert Brandon, qui a repris dans certains aspects de sa philosophie du langage une inspiration peircienne, ce sont évidemment des aspects que vous ne trouvez présents nulle part ailleurs chez les autres pragmatistes. Si j'exclus pour le moment Wittgenstein, n'est-ce pas, de l'étiquette. Mais Wittgenstein, comme je l'ai dit, est davantage concerné par la philosophie du langage que par la constitution d'une sémiotique philosophique, par ailleurs, n'est-ce pas? Et il est davantage aussi un philosophe du langage ordinaire qu'il n'est, ce qui est le cas de Peirce en revanche, un logicien. Bon. Il y a deux idées forces, dit Peirce, dans le pragmatisme. Le pragmatisme est issu de la logique formelle. Deuxième idée force, le pragmatisme, c'est cette philosophie qui prône la manipulation des signes pour envisager les questions. Il le dit du reste dans un texte des nouveaux éléments de mathématiques. Vous voyez ? Donc, ce qui veut dire que lorsque vous pensez à lui comme étant celui qui a mis en place une sémiotique philosophique, cette sémiotique n'est pas forcément à entendre non plus au sens où nous avons l'habitude d'entendre ce terme, beaucoup plus proche d'une théorie des signes à la Saussure ou d'une sémiologie, par exemple. C'est une démarche aussi très particulière et extrêmement originale, dont il me semble on n'a pas encore dégagé toute la richesse et la fécondité, ce qui est tout à fait, il faut le remarquer, un comble, alors que le pragmatisme est censé être the new game in town, si j'ose dire, et cette philosophie que l'on devrait mettre en avant pour essayer de proposer de nouvelles manières de penser. Bon. Alors, voici pour, en tout cas, ce qui est important dans l'apport, me semble-t-il, de sa démarche. C'est aussi, en un deuxième temps, je crois, ce qui est caractéristique de son apport, c'est la richesse de ses analyses dans le domaine de ce qui relève de la philosophie de la connaissance, ai-je dit, et dans la manière dont il a proposé un système de classification des sciences. Peirce propose, relativement à la philosophie de la connaissance, une définition qu'on peut caractériser de logico-naturaliste de l'enquête scientifique, comme un processus qui permet de passer du doute à la croyance, d'un doute réel, c'est-à-dire justifié moins par des raisons, à la différence du doute fictif cartésien, que par l'irritation et le malaise provoqués, dit-il, par une expérience récalcitrante, à une croyance, elle aussi justifiée, l'important étant de montrer que l'apaisement provoqué par notre fixation de nouvelles croyances, lesquelles sont moins conçues par lui comme des habitudes réflexes de l'organisme que comme des dispositions générales et conditionnelles à agir, n'est donc pas le fait d'une méthode d'autorité, pas plus le fait d'une méthode de ténacité ou d'une méthode a priori, mais de ce qu'il appelle une méthode scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire dans son esprit que tabler sur la méthode scientifique? C'est tabler sur une méthode qui s'appuie sur l'hypothèse de la réalité, seule capable d'intégrer les jugements en un sens indubitable du sens commun, tels ceux de la perception sensible, et les données de l'expérience à une logique fiable du raisonnement, faisant appel à trois démarches. L'abduction, sorte de logique de la découverte, qui permet d'expliquer par une hypothèse certains faits troublants, et sans laquelle on ne pourrait comprendre le succès de la science. Méthode dont je pense, là encore, qu'on n'a pas fini de découvrir à quel point elle est
enrichissante. C'est une méthode en tout cas que j'utilise moi-même actuellement dans la stratégie que j'essaie de développer en métaphysique. Donc première démarche, l'abduction. Deuxième démarche, la déduction. Là encore, modèle sur lequel Peirce a eu des idées extrêmement originales qui sont aujourd'hui reprises et retravaillées, notamment en ce qu'il a montré que la déduction, c'est ce qui a été montré par Benoît Gauthier à l'occasion du colloque sur la forme, la déduction est un mode de raisonnement qui oblige à recourir non seulement à des symboles, mais à des icônes, n'est-ce pas ? Quelle que soit la forme la plus basique que puisse avoir la déduction, n'est-ce pas ? Donc il y a toute une série de modèles déductifs qui sont inventés par Peirce et qui continuent aujourd'hui d'alimenter toute une série de recherches dans les sciences cognitives, dans les théories du raisonnement, les méthodes de déduction naturelle. Autant dire que, là encore, c'est une source d'inspiration qui devrait permettre de procéder à une réévaluation conséquente de l'apport du pragmatisme. La troisième démarche, pour lui, c'est l'induction, mais l'induction qui est conçue par lui comme une méthode non pas de justification, mais d'autocorrection, voire de réfutation, par soumission de l'hypothèse à des tests, et qui permet ainsi de parvenir à la vérité, sorte de limite idéale sur laquelle devrait réellement s'accorder la communauté scientifique. Pour le moment, je n'y reviens pas. Je pense que nous aurons des exposés sur la théorie pragmatiste de la vérité. Nous verrons comment, ici encore, c'est davantage chez Peirce ou encore chez Frank Ramsey que nous trouvons matière à penser pour voir ce qui est important dans la défense aujourd'hui d'une conception correcte de la vérité. Plus en tout cas que chez William James, dont la conception est, il faut bien le dire, assez difficile à suivre jusqu'au bout. Pour ne rien, je ne parle même pas de celle de Rorty, qui considère qu'on ne doit même pas en avoir, puisque simplement c'est une petite tape ou une petite accolade que le concept de vérité et qu'il faut s'en tenir à nos pratiques conversationnelles. Bien. Alors, cet idéal de raisonnabilité concrète est indissociable, pour lui aussi, du réalisme scientifique, mais aussi d'une vision normative et sociale de la connaissance, qui reste donc, vous voyez, non dogmatique et ouverte. Il ne faut jamais bloquer la voie de la recherche, dit Peirce, et sa position en la matière reste donc inséparable, indissociable d'un faillibilisme foncier. Du côté de la métaphysique, ce qui est évidemment très intéressant dans son approche, c'est qu'il voit une universalité réelle, foncièrement vague et générale, à l'œuvre dans la connaissance, dans la pensée-signe, dans les sciences et dans le réel. Un savant, pour lui, ce n'est pas quelqu'un qui va chercher le particulier, l'échantillon. Il va chercher le général, par exemple la structure moléculaire. Vous voyez qu'il s'oppose donc très clairement d'emblée à une conception nominaliste de la science qui définit les lois comme de pures inventions de l'esprit et fait dépendre la vérité de la subjectivité. Pour sa part, il considère que les lois sont des principes réellement opérant dans la nature, indépendants non certes de la pensée, ce qui reviendrait à soutenir une forme de réalisme métaphysique, dogmatique, mais de ce que celle-ci peut avoir d'individuel et donc d'arbitraire et d'accidentel. Intégrant ce qu'on peut appeler un réalisme du vague à une métaphysique du continu, mais aussi du hasard et de la spontanéité, Peirce définit donc le vrai comme cette visée finale de l'enquête, échappant ainsi au dogmatisme de l'objectivité absolue
le vrai est ce qui correspond au réel, mais aussi du scepticisme radical, aucune vérité n'est accessible. Sa conception réaliste, faillibiliste de la connaissance constitue donc, je crois, un subtil compromis entre ce qu'il est réellement permis d'espérer connaître et ce qui est toujours en droit révisable, parce que foncièrement indéterminé et donc provisoire. Vous comprendrez qu'il y a là, me semble-t-il, de quoi alimenter aujourd'hui, parmi les différentes réflexions que se livrent les philosophes de la connaissance, toute une série donc d'éléments que l'on peut intégrer pour essayer de construire un modèle pertinent de la connaissance et de l'enquête. Bon, je crois vous avoir déjà montré en quelques lignes que réévaluer le pragmatisme, en tout cas sous sa guise peircienne, ce sera certainement essayer de tirer profit d'un certain nombre de choses concernant sa conception de la croyance, l'impossibilité du doute radical, essayer de mettre en place tous les modèles qu'il a pu donner de la logique formelle, mais aussi des modes de raisonnement, tirer parti du côté des sciences de ces arguments en faveur du réalisme scientifique, de la méthode abductive, essayer de penser par exemple quel sens on pourrait donner à une logique de la découverte, vous voyez, comment on peut faire intervenir les différentes démarches pour construire un modèle de raisonnement, alimenter aussi toutes ces intuitions sur la vérité, comprendre pourquoi, à partir de son analyse des signes qu'il intègre dans une dimension philosophique, qu'il ne conçoit pas du tout comme un cadre de réflexion isolé, n'est-ce pas ? Ce pourquoi il me semble que justement il n'y a pas en toute rigueur de sémiotique peircienne, il y a une philosophie sémiotique peircienne, c'est très différent. Je crois que c'est très important pour comprendre comment les différentes catégories qu'il introduit peuvent être réutilisées non seulement par des sémioticiens qui ne s'intéresseraient qu'à des taxonomies ou à des modèles catégoriels au fond pittoresques d'une certaine façon, mais parce qu'on peut essayer de comprendre les différentes catégories qu'il a essayé de penser, aussi bien du reste en faisant appel à la logique formelle qu'à une forme d'analyse qu'il appelle phanéroscopique ou phénoménologique, qui consiste à tester la valeur des catégories sémiotiques à la lumière de ce que les phénomènes dans la perception nous donnent à voir, n'est-ce pas ? Eh bien, on peut évidemment utiliser toute une série de découvertes, d'innovations extraordinaires pour repenser toute une série de questions aujourd'hui dans le domaine de la philosophie du langage, de la philosophie de la logique, de la philosophie de la croyance, de la théorie de l'assertion, des différentes conceptions du raisonnement, j'en passe et les meilleurs. Pour ne pas rien dire donc de l'originalité de sa démarche s'agissant d'un projet de métaphysique qui pourrait aujourd'hui être construit sur un modèle rationaliste, réaliste et scientifique. Vous comprendrez que je considère pour ma part que c'est un philosophe qui mérite d'être étudié et chez qui on trouve toujours énormément d'inspiration. Bien. Voilà déjà pour quelques idées. Je crois que les exposés qui suivront dans les prochaines séances montreront abondamment comment il y a des choses à tirer de cela. Quelques mots maintenant de William James, dont nous parlerons aussi naturellement, ne serait-ce que pour montrer sur tel ou tel aspect comment lui et Peirce, et nous le verrons aussi Putnam et Dewey, envisagent les questions. À partir du moment où nous considérons que c'est une réévaluation que nous devons effectuer, il faut très clairement voir sur quel point tel ou tel représentant du pragmatisme a une contribution plus forte, plus originale, plus féconde aujourd'hui pour la réflexion, n'est-ce pas ? Il est évident que sur un certain nombre de questions, William James ou Dewey, par exemple,
ont apporté des éclairages absolument incomparables. Malgré tout, je dis tout de suite qu'il y a peu de domaines dans lesquels la sagacité de Peirce ne se soit pas exercée, y compris dans le domaine de la psychologie expérimentale, dans laquelle on a tendance à considérer que c'est William James qui a excellé. On aura sûrement l'occasion de dire que la situation est, même là, un petit peu plus complexe qu'on ne pourrait le penser de prime abord. Bien. Alors, si on veut un petit peu ramasser de façon schématique et introductive les idées importantes qui ont été, me semble-t-il, mises en lumière par le pragmatiste William James. Je me place dans la position non pas de William James, le philosophe seulement, mais au sens où le type de pragmatisme, n'est-ce pas, qu'il a incarné, a apporté une contribution, me semble-t-il, importante. Bon, si vous reprenez les choses à partir de la définition que donne Peirce de la vérité, qui était le vrai, c'est ce vers quoi tend l'enquête. Celle-ci, l'enquête ne s'achevant que par l'acquisition d'une croyance stable, mettant un terme au doute, et la vérité étant cet accord auquel parviendra finalement la méthode scientifique. Vous admettrez que Peirce avait incontestablement défini en un sens le vrai comme ce qu'il est satisfaisant de croire. Et comme être satisfait par une croyance, c'est avant tout ne pas être gêné par un doute, la vérité est donc un peu redondante par rapport à la croyance. Mais ce n'est pas dire que la vérité soit un faux problème, que vérité et satisfaction soient deux termes synonymes, ou que l'on doive interpréter satisfaisant comme émotionnellement confortable. Eh bien, James, à cet égard, va aller plus loin et définir les croyances bonnes ou avantageuses, certes comme celles qui ne risquent pas d'être contredites par l'expérience et qui nous prémunissent donc d'échecs ultérieurs, mais surtout comme celles qui nous permettent de maximiser nos vieilles croyances, tout en préservant, dit James, la consistance. Aussi son pragmatisme va-t-il dans le sens de la volonté de croire, the will to believe, et de la thèse que les croyances, cette fois au sens religieux du terme, sont légitimes, bien que non susceptibles d'être vérifiées ou falsifiées, dès lors qu'elles ont des effets salutaires sur la conduite de la vie du croyant. Bon. Toutefois, et contrairement à certaines idées reçues, je dirais que ce qui oppose James à Peirce, c'est moins une attention plus grande du premier à la psychologie plutôt qu'à la logique. Comme je vous le dis, on sait de mieux en mieux aujourd'hui que Peirce fut tout autant que James, et peut-être plus que lui, un grand psychologue. C'est peut-être moins encore une saisie plus aiguë chez James des qualités sensibles qui lui faisait préférer l'idée de multiplicité présente dans le plurivers bruissant et foisonnant à celle d'univers, et voir en Darwin, si sensible aux variations individuelles, le plus pragmatiste des savants, je cite James, car Peirce, finalement, souligne aussi par ce qu'il appelle sa première catégorie ou priméité, la dimension irréductiblement qualitative du réel, que vraisemblablement, je crois, le tour décidément nominaliste qui anime la pensée jamesienne, par opposition au réalisme peircien. Et le fait, comme Putnam l'a bien vu, que de bout en bout,
la motivation de James fut en dernière analyse éthique. En nominaliste, James s'intéresse d'abord aux croyances individuelles et concrètes, là où le réaliste Peirce ne trouvait pas gênant d'envisager la vérité avec un grand V. Pour James, la vérité, c'est une fantomatique abstraction de peu d'intérêt. James admet qu'on peut dire de certaines propositions qu'elles sont vraies ou fausses, même si on ne les a pas vérifiées, mais il trouve plus intéressant de parler, non sans nuance toutefois, de vérification actuelle plutôt que de vérifiabilité, c'est-à-dire de vérification seulement possible. Peirce parlait de vérité à long terme, dans leur totalité, et n'aurait pas accepté de trancher sur des questions difficiles en faveur d'une théorie pour des raisons esthétiques, simplicité ou économie, ou de simple goût ou tempérament. Enfin, James est non seulement peu attentif à la notion même d'enquête, qu'on retrouvera en revanche chez Dewey, mais il est moins soucieux d'établir l'indépendance de la réalité que de montrer son accessibilité à l'expérience sensible. Et en dépit des accusations exagérées de matérialiste sordide portées à son endroit par Moore ou par Russell, soucieux de marquer nettement la différence de bénéfices que l'on retire d'une croyance vraie, payante, dès lors qu'elle correspond au réel. Ces prédilections nominalistes le conduisent à ce que certains considèrent comme des contradictions. Par exemple, l'accent mis par James sur le particulier, le concret, revient à faire disparaître le concept de vérité comme tel et à insister plutôt sur ce qui est confirmé au fur et à mesure de l'enquête. Si j'en crois Putnam, cela importerait peu, puisque la grandeur des pragmatistes, selon Putnam, est à chercher ailleurs que dans leur épistémologie, laquelle n'aurait jamais été bien claire. D'où la mise à l'écart des pragmatistes lors de la vague positiviste de l'après-guerre. Mais vous voyez que, appliquée en tout cas à l'œuvre de Peirce, une telle appréciation frôle le contresens, mais même aussi appliquée à celle de James. Car dans ses essais sur l'empirisme radical, comme Russell l'a bien vu, qui, critique féroce du pragmatisme jamesien, en dissocié, à tort sans doute, ces textes où James démontre qu'il n'est pas un philosophe littéraire et peut être très technique, entre guillemets, James montre dans ses textes son souci de combattre une certaine épistémologie et d'en proposer une autre, qui n'est du reste pas exempte, comme le titre l'indique, de certains traits réalistes. Certes, les croyances du sens commun ne sont que des hypothèses qui marchent, et influencées par le darwinisme, James considère que tous les autres modes de pensée sont instrumentaux, des modes mentaux d'adaptation à la réalité et non des copies. Mais il ne doute absolument pas de l'existence d'un monde. Il propose dans ses essais sur l'empirisme radical une explication de la composition ultime du monde, même s'il ne tient nos croyances communes, comme scientifiques et philosophiques, que pour autant de versions du monde, toutes aussi bonnes les unes que les autres, selon ce à quoi on les destine. Pour James, cela dit, les croyances ont avant tout une importance vitale. Elles n'auraient jamais acquis le nom de croyances vraies si elles n'avaient pas été d'abord utiles. Mais d'une part, les qualifier d'hypothèses, c'est moins exprimer un doute sceptique général quant à leur vérité que reconnaître qu'elles aussi sont susceptibles d'être révisées et qu'aucune croyance, si sûre soit-elle dans le contexte présent,
n'est en principe à l'abri d'une remise en cause. Il y a donc tout autant un faillibilisme présent chez James que chez Peirce, ce qui le rapproche incidemment, incontestablement là, de lui. Ou Peirce de James, comme vous voulez. Sauf que le premier à avoir formulé la position, malheureusement, c'est Charles. Alors, d'autre part, James ne met pas tout à fait sur le même plan non plus vérité et utilité. L'utilité des idées vraies est le résultat de leur accord, agreement, mais ne constitue pas seul cet accord. Les idées sont utiles parce qu'elles nous permettent d'éviter les surprises désagréables. Aussi James envisage-t-il de parler de demi-vérités qu'il oppose à la vérité absolue et qui sont les seules disponibles. Donc vous voyez que dans cette épistémologie matinée de métaphysique qu'est l'empirisme radical, James entend d'abord combattre l'hypothèse qui voudrait que le sujet connaissant et le donné soient séparés du monde connu par ce donné. Nous n'avons pas une connaissance indubitable de nos propres données sensorielles privées. Sur ce point encore, le nominaliste rejoint le réaliste. La vérité présuppose une norme extérieure au penseur. Un monde doté d'un seul et unique être sensible est un monde, dit James, de solitude morale. La vérité appelle donc la communauté. C'est du reste cette conception d'un lien profond entre vérité, réalité et communauté qui conduit James à proposer sa religion mélioriste, proche à certains égards encore de l'idéal peircien de raisonnabilité concrète. Bon, donc vous voyez, je n'ai pas totalement opposé les deux. Il est évident qu'il y a entre eux des affinités. Bien. Mais c'est vrai aussi que Putnam a raison. Le pragmatisme jamesien, c'est d'abord le pragmatisme d'un moraliste, comme il le dit dans le réalisme à visage humain, dont la motivation ultime est l'éthique. Même en épistémologie et en métaphysique, c'est donc d'abord, dit Putnam, le souci qu'a James des êtres humains comme de membres interdépendants d'une communauté qui guide chacun de ses pas. Aussi, plus que Peirce, le nominaliste humaniste qu'est James est soucieux, comme je l'ai dit, de montrer l'accessibilité plutôt que l'indépendance du vrai. Ça, c'est un point important. Là où Peirce refuse d'appliquer à l'éthique les conclusions de son épistémologie, James considère qu'il n'y a pas lieu de distinguer la vérité en morale, ou dit-il humainement parlant, et la vérité dans les sciences. La vérité humainement parlant, c'est tout ce dont nous disposons. D'où l'accent qu'il met sur la nécessité d'éviter l'autoritarisme, de ne pas être sourd aux cris des blessés, mais aussi d'être passionné, sans fanatisme, lorsqu'il s'agit de promouvoir des conceptions morales, religieuses et politiques. Je crois que c'est là, en définitive, l'un des traits les plus marquants du pragmatisme jamesien. James essaie de changer en permanence notre sensibilité philosophique, convaincu que tout est affaire, comme il le dit, de tempérament, et, selon lui, de tempérament pluraliste, ce qui chez lui a moins des connotations irrationalistes, puisque le pluralisme peut toujours chez James être soumis à la critique, que ce n'est censé montrer à quel point la barbarie et l'indélicatesse peuvent rendre aveugle à certains aspects importants de la réalité. On a donc eu raison de rapprocher le pragmatisme jamesien de certains aspects de l'existentialisme, James rappelant en permanence que le vrai est de faciendo et non de facto, que nous sommes soumis au double impératif de prendre
personnellement partie et d'essayer de faire partager nos idéaux, sans croire toutefois qu'ils sont dans la nature des choses ou définitifs. C'est là, comme le souligne Putnam, le tour américain donné par le pragmatisme à l'existentialisme, considérer que l'on peut, avec le progrès de l'espèce, aller vers le meilleur. Alors, on peut juger soit qu'il s'agit là d'une version trop romantique, terme même de James, du pragmatisme, soit avec Putnam et Rorty, qu'il n'est pas de réponse plus profonde au scepticisme que cette perspective jamesienne de l'expérience humaine partagée. C'est un point sur lequel, je pense, nous aurons à revenir dans le séminaire, sur lequel j'ai eu l'occasion de m'exprimer un peu déjà l'année dernière, lorsque j'ai comparé l'approche de l'éthique telle que justement on peut la trouver chez Peirce d'un côté et telle qu'on peut la trouver chez James. Mais je pense qu'on n'a pas du tout fait le tour de la question et il est évident que j'attends vos arguments et vos développements sur ces points pour ceux qui voudront montrer que c'est l'approche jamesienne qui constitue en vérité la bonne approche dans le domaine de l'éthique, voire de l'épistémologie. On aura un petit peu plus de mal, mais bon, qui sait. Je passe maintenant quelques mots, si vous permettez, à John Dewey, qui est sûrement celui dont on a beaucoup parlé jusqu'aux années 30, mais qui, depuis quelque temps aussi, remplit les gazettes. Bon, alors, John Dewey voit en la formule de Peirce le vrai et ce sur quoi tous ceux qui cherchent sont voués à s'accorder, je le cite dans son texte de 1938, la meilleure définition qui ait jamais été donnée de la vérité. Mais il insiste beaucoup plus encore que James sur la mutabilité de la vérité. Il admet que vérifier quelque chose, c'est par là même montrer que cela est vrai depuis toujours. Mais le vrai est identifié à ce qui va être vérifié. Et après tout, peut-être vaut-il mieux cesser tout bêtement de parler de vérité et opter plutôt pour ce que James appelle l'assertabilité garantie, warranted assertability. La théorie deweyenne de l'enquête s'inscrit dans la perspective que j'ai appelée, à la suite de Susan Hack, révolutionnaire du pragmatisme. Pourquoi ? Eh bien, certes, comme Peirce et James, Dewey récuse la recherche de la certitude, mais sa contribution spécifique consiste à donner une analyse psychosociologique du désir de certitude, lequel, pense-t-il, provient de la dichotomie tranchée que l'on a tendance à effectuer entre théorie et pratique, de l'aversion à l'égard du pratique, de ce qui est changeant, incertain, qui s'incarne à ses yeux dans la culture esclavagiste de la Grèce ancienne. Celui qui est sans doute le plus hégélien des pragmatistes a horreur des dualismes philosophiques traditionnels, ce qui se traduit dans son épistémologie par une attitude critique à l'égard de Platon et de Descartes, qui maintiennent, selon lui, les dichotomies entre sujet et objet, fait et valeur, théorie et pratique, etc. Pour Dewey, la connaissance n'est pas quelque chose d'isolé, c'est aussi une pratique qu'il faut juger, comme toutes les pratiques, en fonction de son succès, plutôt qu'en termes de critères d'exactitude. Car l'objet de la connaissance, ce n'est pas une réalité immuable, indépendante. La réalité change et elle est en partie constituée par les interactions cognitives que nous y produisons. L'enquête, en quelque sorte, transforme une situation indéterminée en une situation déterminée. La théorie peircienne de l'enquête est certes behavioriste, naturaliste, faillibiliste, entièrement anticartésienne,
mais elle reste essentiellement réformiste. Celle de James aussi, même si son goût nominaliste pour les vérités concrètes introduit, comme je l'ai dit, des éléments potentiellement révolutionnaires. Mais chez Dewey, l'accent mis sur les thèmes révolutionnaires, et notamment son refus d'une réalité indépendante à laquelle nos théories pourraient ou non se conformer, est indéniable. Certes, il y a des éléments réformistes. Que les lois, par exemple, soient des instrumentalités intellectuelles ne signifie pas pour cela qu'elles soient exclusivement mentales ou qu'elles ne doivent pas tenir compte de ce qui existe. Dewey distingue aussi entre l'état et le contenu de la croyance. Sa conception de l'expérience est fort riche et il cherche notamment à dépasser la dichotomie rationalisme-empirisme, la séparation de la science et des valeurs, de la connaissance et de la morale. Donc, loin de moi l'idée de tout jeter aux orties aussi dans un certain nombre d'idées qu'a apporté Dewey. Néanmoins, je pense que relativement à ce qui, en tout cas, me semble important dans ce que j'ai caractérisé comme foncièrement fécond dans l'apport des pragmatismes, c'est-à-dire une certaine forme de réaction à la connaissance, une certaine manière aussi de penser les relations entre la pensée et l'action, n'est-ce pas ? Il me semble qu'il y a au moins autant d'inspiration chez des auteurs comme James, Peirce, ou dirais-je aussi Putnam, qu'il ne peut y en avoir, contrairement à ce que l'on dit aujourd'hui chez John Dewey. Même s'agissant de l'éducation, nous aurons à en reparler. Voilà. Donc, la réévaluation du pragmatisme ne passe pas nécessairement par la remise à l'honneur, sans aucune espèce de réserve, à la pensée de John Dewey. C'est dit. J'en viens maintenant à Schiller. C'est certainement chez Schiller que l'on trouve les thèmes les plus révolutionnaires, lesquels lui font notamment identifier strictement vérité et vérification et admettre sans embâge l'idée catastrophique, n'est-ce pas, de la mutabilité du vrai. James admettait que son analyse des vérités concrètes ne pouvait se suffire à elle-même. Admettre, comme nous autres pragmatistes le faisons, que nous sommes soumis à la correction implique le recours de notre part à une norme idéale. Fin de citation, texte de 1909. Schiller, pour sa part, considère qu'une théorie des vérités concrètes est une théorie complète de la vérité. Il tient l'idée selon laquelle la vérité serait correspondance avec la réalité pour inutile et franchement absurde. Le vrai, c'est ce qui, pour nous, a de la valeur. Une proposition est vraie si elle réalise nos fins. La vérité est donc changeante, puisqu'il n'y a de vrai que là où il y a succès. Je cite Schiller, « Une vérité qui ne se soumettra pas à la vérification n'a rien d'une vérité. La réalité comme la vérité dépendent donc de nous, de nos fins, et sont donc pareillement changeantes. On ne découvre pas les faits, on les choisit, et dans une certaine mesure, on les fait. » Schiller se dit proche de Protagoras, et son pragmatisme humaniste semble aux antipodes, cette fois, du réalisme peircien. Comme Peirce devait lui-même l'écrire en 1908, « Il me paraît dommage que M. Schiller et les pragmatistes d'aujourd'hui acceptent une philosophie si empreinte de vie qu'elle en devient empoisonnée par les semences de la mort dans des notions telles que la mutabilité du vrai. » Fin de citation. J'en arrive à Dick, Richard Rorty. Richard Rorty est sans doute le pragmatiste contemporain le plus proche de l'inspiration schillérienne. Comme on a pu le dire,
plus qu'aux efforts argumentatifs des positivistes logiques, qui cherchaient à éliminer la métaphysique de l'idéalisme allemand post-kantien en élaborant des théories, la pensée de Rorty s'apparente au style prophétique des adeptes des doctrines inspirées par le culte des théoriciens du soupçon, dont l'épistémologie nietzschéenne et la théorie de la déconstruction, qui se contentent d'afficher leur penchant pour l'inédit et leur mépris corrélatif pour la tradition fondationaliste, désir de supplanter plutôt que d'expliquer. Selon le néopragmatisme à la Rorty, la vérité s'est révélée pour l'humanité être une propriété stérile qui, contrairement à d'autres, dont l'électricité, l'hérédité ou les nombres, n'a pas donné lieu à des théories substantielles, riches et profondes. Le pragmatiste est donc par rapport à la vérité dans une situation comparable à un intellectuel séculier vis-à-vis de Dieu. Ce dernier ne peut pas censément nier l'étude de Dieu puisqu'il ne comprend pas ce que signifie l'assertion de son existence. Rorty plaide donc pour une renonciation au vocabulaire théologique. Pour Rorty aussi, le pragmatisme s'oppose au réalisme. La vérité n'est pas digne d'intérêt, on ne peut rien dire sur les critères de la croyance rationnelle, sur ce qui peut tenir lieu de preuve correcte ou non, en dehors des conventions de nos pratiques cognitives. Le pragmatisme doit renoncer à répondre aux questions de l'épistémologie traditionnelle et notamment éliminer la prétendue distinction entre la vérité d'une proposition et les raisons que l'on a de tenir une proposition pour vraie, afin de laisser la place à une nouvelle tradition intellectuelle. L'espoir du néopragmatiste est donc de voir naître une culture dont les membres ne partageront plus l'intuition selon laquelle un énoncé est vrai s'il est conforme à la réalité à laquelle il correspond, ou avec laquelle il est plus prudemment en accord, pour reprendre le terme de James. À l'inverse, l'homme nouveau se résignera à la théorie de la vérité redondance et aux investigations historiques sans prétention philosophique ni portée générale. Comme on a pu le montrer, le néopragmatiste rortien devra apprendre à vivre sans le confort d'une théorie substantielle de la vérité, comme il a appris à vivre sans Dieu. Le courage de la modernité authentique serait donc pour Rorty de remplacer l'idéal fallacieux de l'objectivité fondée sur une correspondance ineffable avec une réalité non humaine par l'acceptation anthropocentrique de sa communauté. Mais comme on le voit aisément, point sur lequel notamment s'est engagé dans les années 90 un dialogue très important entre Rorty et Putnam ou encore entre Rorty et le philosophe Davidson, le pragmatisme de Rorty, de quelque côté qu'on le prenne, est tout simplement autoréfutant. En réputant en effet dénué de sens l'assertion réaliste qui veut qu'un énoncé soit rendu vrai par sa correspondance avec la réalité, le pragmatiste est obligé de reconnaître que la négation idéaliste de l'assertion réaliste est elle aussi dénuée de sens. Donc pour dissocier sa conception de la vérité des conceptions subjectivistes, selon laquelle ce qui est vrai pour les autres peut ne pas l'être pour moi, et relativiste, selon laquelle la vérité n'existe pas ou toutes les théories se valent, dont il sait qu'elles sont autoréfutantes, le pragmatiste prétend simplement changer de sujet, c'est-à-dire renoncer à une théorie substantielle de la vérité qu'il tient pour purement et simplement un mythe. Mais il n'est pas sûr qu'il parvienne à échapper, comme je l'ai dit, à l'autoréfutation, puisqu'il affirme en effet qu'il n'existe pas, il ne saurait exister de théorie philosophique générale et intéressante de la vérité,
mais comme le fait de nier la possibilité des théories philosophiques générales et intéressantes constitue en tant que telle une théorie philosophique générale et intéressante, eh bien, le pragmatiste semble menacé de la même autoréfutation que le relativiste. Eh bien, si, pour conclure, de façon à nous laisser le temps de la discussion, sur quelques mots concernant ce qu'on pourrait envisager comme étant la pertinence actuelle du pragmatisme, à partir de laquelle on peut essayer de penser donc ce en quoi pourrait consister sa réévaluation, je considère, mais bien entendu nous aurons l'occasion d'en discuter, que c'est dans le courant réformiste que l'actualité du pragmatisme est la plus vivante et mérite le plus d'être approfondie et enrichie. Comme je l'ai dit, à cet héritage se rattachent incontestablement des auteurs comme Mead, sa théorie de la construction sociale du moi, C.I. Lewis et sa conception du pragmatique a priori, proche de ce que Sandra Rosenthal a appelé un pragmatisme spéculatif, Hans Reichenbach et son analyse de l'induction, Hanson aussi, et ses efforts pour constituer une logique abductive de la découverte, Karl Popper, dont le réalisme scientifique est à bien des égards proche de celui de Peirce, Quine aussi, et son appel à un pragmatisme intégral, son refus de la distinction analytique-synthétique, son analyse behavioriste de la croyance et de la signification, mais aussi Wilfried Sellars, ne serait-ce que par son concept de cohérence explicative, mais par bien d'autres aspects aussi. Je rattache Sellars à ce courant réformiste pragmatiste dans lequel il me semble que nous avons encore énormément d'idées à exploiter, et plus près de nous des pragmatistes qui sont sans doute moins connus, mais dont l'œuvre pourtant est importante, Arthur Burks, Nicolas Rescher, Susan Haack, dans leurs efforts respectifs pour élaborer les critères d'une méthode cognitive, Frank Ramsey, Hugh Mellor, par leur analyse dispositionnelle de la croyance et des probabilités, un autre auteur, Nicholas Jardine, moins connu aussi, mais qui développe une conception du progrès scientifique tout à fait proche de cet héritage, et évidemment aussi Putnam, qui avoue ses préférences pour James ou Dewey parce qu'ils ont su mieux que Peirce, à son avis, appliquer leurs résultats épistémologiques à l'éthique et dont le réalisme subtil a des accents très peirciens par moment, en tout cas dans ses premiers écrits. Mais je crois que malheureusement, les dernières versions que Putnam a adoptées du réalisme tendent à l'éloigner de plus en plus de ce qui me paraissait être fécond dans le réalisme pragmatiste qu'il défendait, mais qu'il n'appelait pas à cette époque du reste pragmatiste. Le réalisme pragmatiste qu'il défend aujourd'hui me paraît assez différent, voire même contraire à ce qui me paraissait être original dans l'approche qui était la sienne de la question réaliste. Vous voyez, donc, je dirais, pour finir, que je ne suis pas convaincu pour ma part que le courant révolutionnaire, dont participent plus des auteurs comme Rorty, et j'ajouterais Bernstein ou Joseph Margolis, donne la meilleure image de ce que l'on peut espérer apprendre encore aujourd'hui du pragmatisme. Certes, il semble mieux répondre aux préoccupations humanistes de l'époque et aux impasses du moins supposées d'une certaine épistémologie. Mais l'idéalisme mou qu'il préconise n'est pas toujours exempt de cynisme. Et surtout, si l'on est prêt à admettre que la philosophie doit à un moment donné aider par la connaissance à l'amélioration de la condition humaine, ce que n'ont cessé de rappeler les pragmatistes, et qui constitue en un sens leur apport majeur,
soucieux qu'ils étaient tous, c'est vrai, de refuser tout dualisme tranché entre la théorie et la pratique, entre la pensée et l'action. La question majeure, me semble-t-il, qu'il nous appartient de poser est celle-ci. Comment faut-il penser au juste cette relation ? Je crois qu'un certain retour du pragmatisme va aujourd'hui de pair aussi avec le boom que connaît la philosophie morale. Il nous faut, dit-on, passer toutes affaires cessantes de l'épistémologie à l'éthique. Mais c'est en un sens enfoncer des portes ouvertes. Tout le problème est de savoir comment cela est possible. Et si l'on peut aussi aisément, en utilisant les mêmes méthodes, comme l'expliquait Kant en son temps, appliquer les résultats de l'une à l'élucidation de l'autre. Il paraît en tout cas douteux que la seule pratique conversationnelle y suffise. William James lui-même faisait observer que ce n'est pas parce que l'on abandonne la doctrine de la certitude objective que l'on doit renoncer à rechercher ou à espérer la vérité elle-même. S'il en est ainsi, il me semble que la fécondité la plus grande du pragmatisme, sur laquelle il nous appartiendra donc de nous pencher, réside sans doute plus dans cette attitude faillibiliste qu'adoptent les pragmatistes, éloignée de l'absolutisme dogmatique, comme du relativisme sceptique, dans le maintien donc d'une certaine idée de la vérité, assez accessible mais aussi assez objective pour rester inspirée par la réalité. Et dans cette recherche incessante, présente chez Peirce, comme chez James et chez Dewey, de la meilleure manière, moins d'adapter la connaissance à la morale, que de comprendre sans dualisme factice et en retenant les leçons de la science, c'est-à-dire de la psychologie, de la logique, mais aussi de la physique, de la biologie, de la sociologie, les liens qui unissent, plus qu'on ne le pense, ou ne veuille bien le dire certains, sans examiner un seul instant la nature de ces concepts, les liens qui unissent ce qui est en nous normatif et ce qui est naturel. Voilà pour le moment le cadre dans lequel, je crois, nous pouvons essayer de penser notre investigation.